Le prochain orateur est Patrick Boyer. Patrick Boyer est PUPH à Paris. Il a un rôle donc important d'enseignement de chirurgien, mais d'enseignement aux plus jeunes. Et je crois que c'est l'occasion de dire que ça fait plaisir de voir que la tradition se perpétue, que les gens qui sont actuellement en PUPH continuent à publier, à innover, et là particulièrement, puisque tu vas nous parler de la biologie appliquée à la réparation arthroscopique des ruptures de coiffe. Actuellement, on sait que dans beaucoup de domaines, la biologie, la chirurgie biologique permettra des avancées, et la chirurgie de la coiffe est un champ particulier où on a envie d'appliquer sur des tissus qui sont un petit peu usés, des cellules de souche, des cellules germinales, de nouvelles cellules. Donc, qu'est-ce que ça donne? Où en est-on? Merci de nous éclairer. Bien, merci Gilles et à vous tous, mes maîtres, pour cette invitation, car il faut le rappeler, vous êtes les inventeurs non pas de l'épaule, mais de la chirurgie de l'épaule, et de surcroît, cette école française est quand même incontournable dans le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler pour ma part de la biologie appliquée à la réparation de la coiffe. Effectivement, un sujet d'avenir, nous le pensons tous. Le constat de départ, c'est tout d'abord que bien sûr la réparation de coiffe est fréquente, mais elle s'accompagne également d'un taux de rupture encore élevé qui peut varier au moins de 10 à 90% selon les séries. 90% bien sûr, ça devient de plus en plus historique. Cette rupture de coiffe a des conséquences. Tout d'abord, elle va conduire à un dysfonctionnement biomécanique de l'épaule qui va provoquer une migration supérieure de la tête, un défaut d'abaissement, un conflit précoce avec l'acromion, une difficulté d'élévation du bras et une perte de stabilité antéro-supérieure, tout ça pour conduire à la cuff arthropathie dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et je voudrais rappeler à ce sujet que je suis tout à fait convaincu sur la réparation de coiffe. Je vais le préciser. Alors, la biologie, c'est une évolution naturelle dans nos pratiques, et pour ce topo, j'en ai pris 3 exemples que je vais vous détailler un par un. Tout d'abord, je vais parler de la biologie appliquée comme aide à la réparation de la coiffe des rotateurs et, en premier lieu, les concentrés plaquettaires autologues. Ces concentrés plaquettaires autologues ne sont pas nouveaux, ils sont utilisés dans de nombreuses spécialités depuis de nombreuses années, et notamment en médecine vétérinaire, notamment en ce qui concerne les chevaux. Le but de ces concentrés plaquettaires, c'est d'améliorer la cicatrisation tendineuse, de favoriser l'angiogénèse, d'initialiser la différenciation cellulaire grâce aux facteurs de croissance contenus dans les plaquettes et notamment dans les alpha-granules. Une préparation est nécessaire pour les obtenir et ceci est obtenu grâce à une centrifugation. Différents types de concentrés plaquettaires peuvent être obtenus selon leur concentration en plaquettes et donc en alpha-granules et donc en facteurs de croissance, avec la présence ou non de leucocytes, avec la présence ou non d'activateurs qui sont essentiellement bovins ou calciques. La thrombine autologue qui peut être présente ou non est également un autre facteur de variation. Ensuite, seront donc libérés des facteurs qui seront de différents types, des concentrés plaquettaires, pauvres ou riches en leucocytes, ou des concentrés plaquettaires qui se présenteront sous forme non pas liquide, mais sous forme de matrice, également riches ou pauvres en leucocytes. La préparation est donc commune et fait appel à un prélèvement sanguin de quantités diverses, allant de 10 à 50 ml, souvent hépariné, bien sûr pour éviter la thrombose. Une préparation est faite avec une centrifugation, et ici je vous ai mis une petite vidéo qui peut vous montrer un système et tout le kit nécessaire à la préparation de ces concentrés plaquettaires en parallèle de la chirurgie qui se déroule à côté. Donc le concentré plaquettaire, c'est la substance jaune que vous pouvez voir au milieu de la photo. Cette préparation plaquettaire, je le répète, ne fait perdre aucun temps. Si le chirurgien est bien aidé, elle se fait en parallèle de nos réparations de coiffe.
Voici un exemple de concentré plaquettaire. Ici, c'est un concentré plaquettaire en matrice. Et l'intérêt de ce concentré plaquettaire, c'est de le placer à l'interface os-tendon à la fin de la réparation et d'être tout à fait indépendant du milieu liquide qui pourrait faire perdre justement en fin d'intervention ces différents facteurs de croissance. Comme toujours, c'est la littérature qui nous apporte des éléments d'information et la littérature commence à être riche de revues, de méta-analyses qui donnent des pistes de réflexion. Tout d'abord, cette revue systématique, publiée déjà en 2012, donc il y a 4 ans, et qui, à partir de 5 études, dont 2 randomisées, incluant 261 patients, avait conclu à aucune différence en termes de fonction, aussi bien qu'il s'agisse de la force et de la mobilité, entre un groupe réparé avec ou sans concentré plaquettaire. L'autre grande revue, c'était cette revue chinoise publiée en 2015, incluant 8 études randomisées avec 450 patients qui, elles, s'étaient tout particulièrement intéressées au taux de rupture. Le taux de rupture était non significatif dans cette méta-analyse, de 26% dans le groupe avec concentré plaquettaire et de 28% dans le groupe sans, donc aucune différence significative. Cependant, les choses changent et en 2016 est parue dans Arthroscopie cette immense revue à partir de 7 méta-analyses incluant 3000 patients à un recul moyen de 3 ans. Si il existait une amélioration clinique non significative dans les 2 groupes réparés, c'est-à-dire avec et sans adjonction de concentré plaquettaire, il existait une diminution des ruptures dans le groupe concentré plaquettaire, et tout spécifiquement quand ces concentrés plaquettaires étaient gélifiés, placés à l'interface os-tendon et mis en place pour les petites et moyennes réparations et donc ruptures. Alors la biologie a d'autres indications que ces concentrés plaquettaires et l'amélioration de nos techniques de réparation. Elle trouve aussi sa place dans le traitement des ruptures, notamment des ruptures massives et irréparables par l'utilisation de matrices extracellulaires. Alors, qu'est-ce qu'une rupture irréparable tout d'abord ? Eh bien, une rupture irréparable, c'est une rupture qui associe au moins un tendon rétracté à la glène et non suturable, selon la classification de Path, encore un français, une dégénérescence graisseuse supérieure de 3 selon Gouttalier, à nouveau un autre français, et une taille de plus de 5 cm. Les traitements actuellement à notre disposition pour traiter ces ruptures massives sont le débridement, c'est un peu la chirurgie du pauvre, la réparation partielle, qui n'a pas montré de grands résultats, la ténotomie du biceps, qui est également une chirurgie relativement pauvre et qui ne permet pas de soulager efficacement le patient et d'éviter une dégradation arthrosique. Des chirurgies plus lourdes, comme les transferts musculaires, que sont le transfert notamment de grand dorsal, qui donnent de relativement bons résultats, mais au prix d'une chirurgie très lourde et une rééducation extrêmement longue. Enfin, le gold standard, c'est la prothèse inversée, mais vous le savez, cette prothèse est encore réservée à des patients d'un certain âge, et cette prothèse connaît également des complications certaines et importantes. Pour cette raison, il est apparu nécessaire de proposer une alternative, en particulier chez les sujets les plus jeunes, en cas de rupture irréparable, d'où ce concept de réparation de capsules supérieures. Son but, c'est de restaurer la stabilité articulaire, de soulager le patient de la douleur. C'est une solution biologique, peu invasive, et qui permet de ce fait de diminuer l'ascension, la migration supérieure de la tête tumérale. Ce concept de capsule est né au Japon. Et pourquoi il est né au Japon ? Il est né au Japon parce que la prothèse inversée a été introduite que très récemment, et donc il fallait trouver une solution pour traiter ces patients. Et l'on doit au docteur Miyata sa description et les premières implantations. Alors, d'autres tentatives ont été réalisées de capsules supérieures. Les premières, celles de Miyata, utilisaient le fascialata. Des matrices synthétiques ont été également utilisées, mais rapidement abandonnées. Un Lastar
ce qui avait pu se produire pour les réparations de croisés. Les tendons patellaires ont également été essayés avec peu de résultats, et d'ailleurs j'ai rien retrouvé dans la littérature à ce sujet, alors que différentes tentatives ont été réalisées. Les intestins de porc ont également été proposés sans véritable résultat probant. Et surtout, ce qui est à la mode actuellement et qui semble prometteur, c'est l'utilisation de matrices à la fois dermiques, ce sont des allogreffes, mais leur utilisation est restreinte, voire interdite en Europe, ce qui a fait également développer d'autres matrices, cette fois-ci pas dermiques, mais porcines. Enfin, dermiques et porcines. Ces matrices dermiques porcines ont pour avantage d'être autorisées en Europe. Elles sont comme les matrices dermiques humaines extracellulaires, dépourvues d'ADN, en tout cas très peu, stériles, résorbables, prêtes à l'emploi, avec un faible risque d'infection, notamment bactérienne et virale. Leurs caractéristiques biomécaniques ont été largement étudiées maintenant, et elles ont très clairement montré, ces matrices dermiques, humaines ou porcines, qu'elle pouvait limiter la translation antéro-postérieure de la tête, comme limiter la migration supérieure de cette dernière. Cette capsule, en fait, c'est un élément qui est en continuité avec notre coiffe des rotateurs, et quand on parle ici de coiffe des rotateurs, c'est tout particulièrement du supraépineux, puisque ce supraépineux est rompu dans près de 80% des cas. C'est aussi Pouliard en 2007, à partir de 110 dissections, qui avait montré la réalité de cette capsule en continuité avec la coiffe et qui évitait la migration supérieure de la tête, dont je vous ai évoqué les conséquences cliniques. Ces matrices présentent des résistances à l'arrachement bien supérieures au fascia lata initialement utilisées par Miata, avec des résistances à l'arrachement qui sont quasiment triplées par rapport à un fascia lata. Alors, ces matrices nécessitent une préparation lors de leur implantation, et on calcule en général la distance à la fois qui sépare la glène à la surface du tubercule majeur, et également on va déterminer la longueur nécessaire pour arriver à la confection de cette matrice, également appelée patch, dont on voit ici les fils de suture qui nous permettront la fixation à partir d'encre. Ici une vidéo qui nous montre la mise en place d'un patch, d'une matrice fixée entre la glène et le tubercule majeur. Très important dans la technique, ce patch doit vivre et doit être associé à la coiffe restante, c'est-à-dire relié, attaché, amarré au sous-scapulaire et à l'infra-épineux. Ici, une autre diapositive pour vous montrer ces fixations qui ont toujours le même objectif, c'est-à-dire une fixation latérale sur la glène, une fixation souvent en double rang sur le tubercule majeur, puis l'amarrage aux tendons restants que sont le sous-scapulaire et l'infra-épineux. L'efficacité biomécanique de ces patchs a été étudiée dans d'autres études, et on a montré que leur résistance et leur limite à la translation de la tête humérale étaient égales à une coiffe intacte, comme vous pouvez le voir ici, et bien supérieure à une rupture de coiffe ou à un tendon artificiel. Alors il existe des indications, car tout le monde ne peut pas recevoir la mise en place de ces matrices. Tout d'abord, c'est réservé bien sûr aux sujets jeunes, aux sujets symptomatiques et douloureux, de préférence avec une mobilité satisfaisante, car ces patchs ne pourront jamais traiter une raideur. Leur but, c'est donc de traiter des ruptures larges, irréparables, essentiellement du supraépineux, avec une possibilité d'extension à l'infraépineux. L'absence d'arthrose est également un prérequis. Enfin, un sous-scapulaire intact était également un élément essentiel à leur mise en place et à leur bon fonctionnement.
Alors quels sont les résultats de ces matrices, qu'elles soient dermiques ou porcines? Eh bien, il faut tout d'abord dire qu'à ce sujet, la littérature est très pauvre et on évalue actuellement à 300 patchs mis en place dans le monde avec un recul qui ne dépasse pas les 2 ans. Alors ici, c'est une série qui nous rapporte la mise en place de 16 patchs allopatch dermiques chez 16 patients mis en place par une chirurgie open. Les résultats ont montré à une moyenne de 2 ans une amélioration clinique significative du score de Constant, avec 80% d'incorporation de ces patchs ou matrices à l'IRM et un résultat étonnant de 0 complication. D'autres études se sont étudiées à l'aspect histologique de ces matrices et notamment leur recolonisation. Vous voyez bien, leur recolonisation semble être réelle puisqu'à partir d'un case report, des pièces histologiques ont été étudiées et ont mis en évidence une réhabilitation de la matrice par les cellules avoisinantes, favorisées en cela par les stimulations mécaniques du sous-scapulaire ou de l'infra-épineux. Les lames d'histologie montraient très clairement un alignement des fibres de collagène comme une prolifération capillaire chez ces tissus à partir d'un homme chez qui une matrice avait été mise en place. Alors ici, c'est une vidéo qui devait vous montrer la mobilisation de ce patch avec l'épaule. Malheureusement, elle ne passe pas. Une autre étude, eh bien ça c'est celle de Miata, qui lui avait utilisé pour rappel un fascia lata. 24 patients avaient été revus avec un recul moyen de 3 ans. Clairement, la distance acromio-humérale était redevenue importante, avait augmenté grâce à la mise en place du patch. Tout cela associé à une amélioration clinique et à la persistance de ce patch au-delà des 3 ans chez plus de 83% des patients. Mon expérience, elle est basée à partir de 14 cas avec un recul moyen maintenant de plus d'1 an, et un âge moyen de 59 ans. Une fois encore, j'ai mis en évidence, comme chez Miata, un espace sous-acromial augmenté en post-opératoire, un soulagement de la douleur et des complications relativement rares, essentiellement des algodystrophies et aussi une rupture de la matrice au niveau de l'interligne gléno-humérale. Très rapidement ici, un homme qui avait bénéficié de la mise en place de ce patch avec une rupture irréparable du supraépineux. La radio préopératoire qui montrait très nettement l'ascension de la tête. Et au dernier recul, à plus d'1 an, une tête relativement centrée. Enfin, la dernière piste biologique, eh bien, c'est celle de la moelle osseuse et des cellules indifférenciées. C'est la piste la moins élaborée, la moins évoluée ce jour, mais c'est certainement la plus prometteuse, car comme vous le savez, à partir de cellules de la moelle osseuse, de cellules souches, et souvent prises au niveau de la crête iliaque, l'on pourrait obtenir la différenciation cellulaire et finalement remplacer le tissu lésé. Quelques exemples existent dans la littérature. Tout d'abord, cette série randomisée, mais qui n'était pas vraiment centrée sur l'utilisation de moelle osseuse. C'était tout simplement 2 groupes de réparation qui avaient été comparés, l'un avec microfracture, l'autre sans microfracture, pour stimuler l'émergence de moelle et la cicatrisation tendineuse. Je finis très rapidement. Le résultat le plus prometteur, c'est celui de l'étude de Gouttalier qui a clairement montré chez 45 patients traités pour réparation de coiffe associé à une injection de moelle, un taux de rérupture très faible et une fonction très satisfaisante à plus de 2 ans. La solution, ce serait peut-être un mélange des techniques, comme rapporte cette série japonaise, où ont été associés à la fois la moelle osseuse et la réparation par patch, avec un groupe contrôle de 54 réparations classiques. Le groupe patch et moelle a montré très clairement une amélioration clinique significative et moins de ruptures itératives. Au total,
que penser de la biologie? Eh bien, cette biologie nous permet, en association à nos techniques chirurgicales, de restaurer l'anatomie et de nous aider à obtenir de meilleurs résultats. Les solutions biologiques existent, mais restent relativement perfectibles. Maintenant, elles ont pris une place incontournable et très certainement, elles vont encore se développer à l'avenir. Je vous remercie et je précise encore qu'une réparation de coiffe reste toujours la meilleure option. Merci Patrick. Je vais demander à Laurent Lafosse, puisque Laurent a été quand même le premier en France à se lancer dans cette chirurgie de réparation arthroscopique. C'était au tout début des années 90. Je me rappelle quand j'étais allé le voir à Annecy. Peu de gens y croyaient. Et Laurent, comme d'habitude, lui, s'était lancé. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce futur de la biologie, Laurent? Est-ce qu'il faut être optimiste? Est-ce que tu en fais ou pas? Je pense que la première chose, c'est qu'il faut être toujours ouvert au futur et ouvert aux idées, parce que je serais mal placé pour dire que les gens qui s'opposaient avaient raison de le faire il y a quelques années. Donc, il faut être ouvert à tout ça. Je crois qu'il faut bien reclassifier un petit peu ce que Patrick nous a évoqué là. Donc, il y a une première solution qui est une solution qui va chercher à augmenter la biologie et la nature, la réparation, avec ce PRP, avec notamment cette méta-analyse de Brian Coles qui est de Chicago et qui a vu ces 3000 cas rétrospectivement, cette méta-analyse, et qui montre qu'il y a un espoir de meilleure cicatrisation moyennant des artefacts techniques. Donc là, on va essayer d'améliorer la réparation arthroscopique de coiffe, et là-dessus, il y a certainement de l'avenir, et ça a été prouvé, et ça marche. Maintenant, il faut se méfier de la puissance de l'industrie derrière tout ça. Je pense qu'il faut toujours faire attention à ça. Et puis, les autres études sont des études qui n'ont absolument rien à voir dans le cas clinique, puisque ce n'est pas des réparations de coiffes qu'on va améliorer, ce sont des coiffes qu'on ne peut pas réparer, sur lesquelles on essaye de trouver autre chose, un artefact. Et là, on ne va pas essayer de réparer la coiffe, on va essayer de trouver un artefact qui va permettre de finalement subvenir à cette irréparabilité. Alors, le premier exposé qu'il nous a donné, qui est celui de Miyata, qui est un japonais, cette fois, c'est l'autre côté de l'Atlantique, enfin même de l'autre océan, c'est de nous dire, plutôt sur le soleil levant, on va dire, c'est de nous dire, bon ben voilà, on va essayer de sortir un peu de l'anatomie, on s'en rapproche, mais finalement on ne répare pas la coiffe, et on n'utilise pas une prothèse inversée parce qu'on ne peut pas en avoir au Japon, donc on va essayer de faire quelque chose qui maintient la tête vers le bas. Je crois que la première chose à dire, c'est que là, il ne faut pas d'arthrose. Parce que si on a de l'arthrose, on peut oublier ce type de procédure, ça ne marchera pas. Mais il faut croire à ce qui n'est pas forcément complètement anatomique, même si on s'en rapproche. Il faut bien spécifier que c'est pour les ruptures supérieures et postéro-supérieures, mais en rien pour les ruptures antérieures. Et là, le sous-scapulaire n'est pas du tout inclus là-dedans. Quid du biceps, on n'entend pas parler. Tu as condamné tout à l'heure un petit peu la ténotomie du biceps qui a été développée par Gilles. Quand même, il ne faut pas oublier que ça peut avoir des bons résultats fonctionnels et cliniques. Et ce n'est pas l'opération du pauvre, ou alors... il faut se cotiser pour Gilles. Et donc, c'est certainement quelque chose qu'il faut aller chercher. Encore une fois, il faut se méfier un petit peu de l'implication de l'industrie là-dedans pour dire quels sont ces patchs, comment est-ce que commercialement ça peut être présenté et tout. Et là, on n'est plus du tout dans les séries de 3000 à méta-analyse, on est dans les séries de 21, on est dans des reculs qui sont relativement courts. Il faut faire attention aux conclusions, il ne faut pas les condamner, mais il ne faut pas les prendre comme argent comptant. Et enfin, la troisième, elle est encore plus courte, mais elle est vraisemblablement très anatomique avec la notion d'os et de moelle osseuse inclus. Et je crois que là aussi, il faut être très ouvert et il faut féliciter Patrick sur son côté innovant. Pucci, il a le côté parisien qui lui permet, à sa place hospitalière, de pouvoir bénéficier de tous ces laboratoires de recherche. Si lui ne le fait pas, qui le fera? Donc, il faut le soutenir. Rendons à Philippe Pernigou et non pas à Daniel Goutalier, même si Daniel Goutalier a apporté beaucoup, mais c'est quand même Philippe Pernigou qui a développé les cellules souches. C'est ce superbe article à 10 ans de recul. Et puis un autre monsieur qu'on a oublié dans la journée, en parlant beaucoup de Daniel Goutalier, c'est quand même Jacques Bernageot. Il y a un radiologue qui est ici qui ne nous démentira pas. Jacques Bernageot a, je crois, participé très largement à la description de cette infiltration graisseuse dont le père chirurgien est Daniel Goutalier, mais il ne faut pas l'oublier. Oui, Jacques Attend, j'avais une question pour Bertrand Boyer sur les membranes utilisées. Actuellement, se développent des membranes d'origine placentaire qui sont extrêmement solides et qui ont un avantage aussi de pouvoir permettre un développement cellulaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir là-dedans? Est-ce que tu as déjà essayé?
Pour être franc, j'en ai entendu parler, mais j'en ai pas du tout l'expérience. Et effectivement, ça semble très prometteur, oui. Mais je ne pourrais pas en dire davantage sur le sujet. Il y a un laboratoire lyonnais qui développe ça, qui est le laboratoire TBF, qui a mis en place, qui développe ces membranes, et actuellement qui les développe surtout en Allemagne. Et malheureusement, la NSM n'a pas permis pour l'instant le développement en France. Enfin, c'est un peu bizarre. Oui, c'est réglementairement, c'est pas problème. possible. Réglementairement, c'est pas possible, c'est ça? Si réglementairement, enfin, c'est très compliqué. C'est autorisé, mais ça pose des problèmes, voilà, réglementairement. Parce que la matrice porcine, elle est apparue en Europe du fait de la législation qui empêche l'utilisation de la matrice dermique. Et il y a d'autres utilisations à la membrane placentaire? Ah oui. Pour le placentaire, oui, il y a toute la réparation cutanée. Au niveau du tendon d'Achille, enfin, il y a tout un protocole d'expérimentation actuellement en Allemagne avec différentes possibilités. Moi, je pense que ça serait peut-être une bonne solution pour ces ruptures-là, parce que franchement, il y a deux types de membranes et il y en a une qui est extrêmement solide. On la prend, on tire dessus, c'est très difficile de la rompre. Merci. Oui, une autre question? Merci Claude Delpo. C'est tout à fait passionnant, toutes ces nouvelles techniques, mais je me pose quand même des petites questions sur ces patchs. Ça me rappelle un peu le principe d'une intervention qu'on faisait, que j'ai malheureusement commise quelquefois, dans les années, début des années 80. C'était l'opération d'Autry-Gosset, où on resséquait les choses, on resséquait des sus épineux. Et on mettait en abduction là, pour que se fasse un tissu de cicatrisation qui empêche mécaniquement la tête de monter lors du début de l'abduction. Qu'est-ce qu'on mettait, pardon? Rien, on mettait rien du tout. Mais il y a une cicatrisation qui se faisait, ça se bouchait parfois. Le patch, ça relève un peu du même principe finalement. C'est essayer de mettre quelque chose de mécanique, non tiré par un muscle, pour empêcher la tête de monter. Mais ce patch, il est entre l'humérus et la glène. Au début de l'abduction, je veux bien que ça empêche la tête de monter dans les premiers degrés, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ça fronce, ça va faire de la place. Et est-ce que ça n'entraîne pas des nouveaux conflits avec la voûte acromyo-coracoïdienne? Ça fronce forcément quand on se met en abduction. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces patchs, ils sont réhabitables déjà, et leur grande qualité, ils doivent être réhabités par les cellules avoisinantes, et ils ont besoin des stimulations mécaniques des tendons, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin du sous-scapulaire présent et de l'infra-épineux, et elles sont résorbables. Donc normalement, ces notions de conflit ne doivent pas exister. Maintenant, c'est toujours possible et les reculs sont encore trop courts. Et tout ça, toutes ces expériences, tout ce que je viens de vous évoquer, ce sont des pistes. La vérité, on ne la connaît pas encore. On est toujours en train de chercher la solution, et peut-être que la solution, c'est la combinaison de l'ensemble. C'est certainement les cellules souches, c'est peut-être la membrane placentaire. Voilà, on est encore dans la recherche. En attendant, tu es sûrement sur la bonne voie, parce qu'à partir du moment où il y a beaucoup de remarques, d'opposition, de scepticisme sur une nouvelle technique, c'est bon signe. Ah bon, je vais Donc continuer. tu peux y aller. Merci. Je voudrais juste une petite précision, parce que Jean-François Kempf a terminé son exposé en disant que sur l'IRM, pratiquement 90% à 20 ans, je crois, des ruptures de coiffe étaient parfaitement cicatrisées. Et Patrick Boyer a commencé en nous disant que 30 à 90% faisaient des re-ruptures dans les 20 ans. Alors oui, la vérité, c'est cicatrisé, c'est pas cicatrisé, ça se rompt pas. Il y avait un contraste entre la conclusion de Jean-François Kempf et le début de l'exposé de Patrick Boyer qui m'a un petit peu étonné. Oui, non, la publication à 90% n'est pas très sérieuse à mon avis. C'est des chiffres qui, c'est pareil, c'est toujours pareil. Hein, c'est comme en médecine, il y a souvent des phrases stéréotypées dans les articles, et puis il est de bon temps de dire que ça rompt entre 10 et 90%. Même moi, j'ai écrit ce genre de choses. Je crois que notre étude est quand même... enfin, j'y crois, quoi. Moi, je crois à ce chiffre. Bon, ceci étant, je n'ai pas précisé parce que le temps n'était pas suffisant. L'étude IRM, on a quand même raccourci un petit peu la classification décrite par un japonais qui s'appelle Sugaya et qui fait dans les stades cicatrisés, si vous voulez, il y a des tendons plus ou moins épais.
Et indiscutablement, il n'est pas toujours d'épaisseur normale, hein, le tendon cicatrisé. J'aurais peut-être dû le préciser, mais il est là. Voilà.